Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, en évoquant la bataille de Fleury, je vous ai parlé, du moins laissé entendre, qu'il y avait eu une histoire sombre à l'intérieur du 347e régiment d'infanterie. Alors cette histoire sombre est liée, si vous voulez, à un drame qui s'est déroulé ici. À un drame concernant deux sous-lieutenants, deux officiers, le sous-lieutenant Ardouin et le sous-lieutenant Milan, qui furent ici fusillés sans jugement suite à une sentence prononcée par le général Boyer, aidé en cela par le colonel Bernard, commandant la brigade à l'époque, une sentence concernant un abandon de poste face à l'ennemi. Le 347e régiment d'infanterie monte en ligne et il arrive ici dans le secteur de Fleury le 4 juin 1916. Le chef de corps désigne la 17e compagnie, la 19e compagnie, l'une commandée par le sous-lieutenant Ardouin, l'autre commandée par le sous-lieutenant Milan, appartenant chacun à la 5e bataillon de ce régiment, de se porter à la ferme de Thiaumont, qui se situe en gros à 1 kilomètre d'ici. Ils y vont, ils tiennent leur position, relèvent bien sûr quelques unités amies qui étaient déjà dans le secteur. Seulement, à compter du 4 juin jusqu'au pratiquement 7-8 juin, il y a de cesse un bombardement allemand effroyable sur leur position et sur tout le secteur. Avec au départ 200 hommes, le bombardement allemand donc leur tue à peu près la moitié de l'effectif. Ils sont pratiquement à peu près 100, donc vers le 5-6 juin, et ils ont du mal à tenir cette position. Ils ont du mal parce qu'il n'y a plus de ravitaillement qui arrive. Ravitaillement en munitions notamment, et ravitaillement bien sûr en logistique alimentaire. Donc, ils en sont réduits pratiquement à boire ce qu'ils trouvent. Et la position devient de plus en plus dure à être tenue. À tel point que le 7 juin, finalement, les Français, croyant que la position avait été abandonnée, pilonnent leur position. L'artillerie française pilonne cette position et tue à peu près la moitié de leurs rescapés. Ce qui veut dire qu'à compter du 8 juin, ils sont pratiquement plus que 40 sur les 200 qu'ils étaient au départ. Alors, le lieutenant Ardouin et le lieutenant Milan, ces braves officiers, veulent toujours tenir la position. Seulement, leurs subordonnés, leurs soldats, les supplient de quitter cette position qui était rendue intenable dans ces conditions. Humainement parlant, ils s'exécutèrent, écoutèrent leurs subordonnés et effectuent un repli, croyant être bien sûr relevés par le bataillon, le 6e bataillon. C'est pour ça, fort de ce constat, croyant qu'ils allaient être relevés, ils quittèrent leur position. Et ils rejoignirent donc la ville de Verdun, notamment la caserne d'Antouar, le 9 juin, au matin. Dans son compte-rendu, le sous-lieutenant Ardouin, le plus ancien des deux, le patron finalement du dispositif, fait son compte-rendu en mentionnant qu'apparemment ils avaient été relevés par le 6e bataillon. Qu'entre-temps, ils avaient même offert leur service à plusieurs régiments du secteur et que ces régiments n'en avaient pas voulu. Et le 11 juin, on leur donc donne l'ordre de retourner en ligne. Ils reviennent ici avec les 40 rescapés qu'ils avaient réussi à sauver de cette fournaise endiablée, de ce bombardement incessant. Ils arrivent à nouveau ici sur Fleury. À peine arrivés que le colonel Bernard, patron de la brigade à l'époque, donne l'ordre au capitaine de la Ruelle, qui commandait une compagnie donc du 347e, de dire à ces deux officiers qu'ils allaient être fusillés sur le champ. Le sous-lieutenant Ardouin n'en croit pas ses yeux, ses oreilles. C'est une erreur.
Je demande à voir le général Boulanger, le supérieur du colonel Bernard, qui commande la division dans ce secteur. Le colonel Delaruelle porte la requête donc au général Boyer. Celui-ci n'en a que faire, il en fait fi. La sentence est exécutoire sur le champ. Alors, le capitaine Delaruelle informe ses deux officiers, ses deux subalternes, qu'ils vont être fusillés. Et là, le drame se joue. Ils quittent le petit village de Fleury, ici où nous sommes actuellement. Ils sont amenés en contrebas vers le ravin des Vignes, en gros à peine 1 kilomètre d'ici, un bois qu'on appelle le Petit Bois de Fleury, juste en face de l'ouvrage D, l'ouvrage qualifié de morpion par les aviateurs allemands notamment. Et ils sont fusillés vers 17h40 par leurs soldats eux-mêmes qu'ils avaient réussi à sauver dans cette fournaise. Alors le lieutenant Hardouin lit le texte suivant à ces hommes qui vont le fusiller avec son camarade Milan. « Mes amis, on nous reproche de n'avoir fait notre devoir. Il paraît que nous n'aurions pas assez tenu. Nous avons fait tout notre devoir et nous n'avons pas mérité cela. Nous ne sommes pas des lâches, on le reconnaîtra par la suite. Et maintenant, vous aussi, vous faites votre devoir. Ne nous faites pas souffrir. Visez droit au cœur. Ma femme, mon fils, adieu. Vive la France. Anjou, feu. » Les deux officiers tombent, le coup de grâce est donné. Ainsi, le capitaine Delaruelle, sur l'initiative du sous-lieutenant Hardouin, a échappé à ce qu'il commande lui-même, le peloton d'exécution, chose que ne voulait pas Hardouin. Cette histoire de ces deux fusillés ne se termine pas en 1916, elle va continuer. Figurez-vous que le sous-lieutenant Hardouin était marié, avait un fils, et que sa veuve va défendre sa mémoire. Dès 1920, elle veut savoir comment ça s'est passé, pourquoi ils ont été fusillés. Parce que l'inscription « Mort pour la France », les fusillés, comme chacun sait, n'y ont pas droit. Et chaque mort pour la France, en principe, les veuves ou les ayants droit peuvent bénéficier d'une pension de réversion. Cette veuve n'y a pas droit. Alors s'engage un combat qui va durer en gros 6 ans. Elle avertit la Ligue des droits de l'homme, donc de Reims, où elle habite, quelques députés favorables à ce qu'elle engage donc un combat finalement administratif pour réhabiliter la mémoire de son époux. Et aussi, par-delà même, de celui du sous-lieutenant Milan. Et elle fait des pieds et des mains. Elle n'obtient pas, bien sûr, satisfaction dans l'immédiat. À tel point qu'en 1922, à force de batailler, finalement, elle obtient le droit d'inscrire à nouveau le terme « mort pour la France » sur les papiers administratifs le concernant. Mais la bataille continue. Elle fait ramener son corps en 1920 du cimetière provisoire de Fleury à Reims, lieu où elle habite. Et en 1921, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale est votée une loi d'amnistie pour certains fusillés, peut-être pas tous, mais certains fusillés qui ont pu être réhabilités grâce à des enquêtes un peu plus poussées, humainement poussées, disons, pour les dégager finalement de cette horreur qu'ils ont subie. Mais cette loi d'amnistie ne convient que pour les gens qui ont été jugés. Or, ces deux officiers ne sont pas passés par un tribunal militaire. C'est une sentence donc arbitraire
qui a été donc menée contre eux. Il n'y a pas eu de jugement. Donc cette amnistie ne peut pas convenir à ces deux officiers. Et le combat continue. On arrive à 1925. La Ligue des droits de l'homme et les députés communistes qui ont été, disons, peut-être pas réquisitionnés, mais qui se sont d'eux-mêmes, disons, livrés pour seconder cette épouse qui veut à tout prix réhabiliter, si vous voulez, la mémoire de son homme, ce qui est tout à fait logique et humain. Donc, continuent à batailler, administrativement parlant. Ils en parlent même, finalement, aussi à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à tel point que les autorités vont décider, en 1926, de réhabiliter ces deux officiers après enquête. Et ils seront définitivement réhabilités le 20 mai 1926. À partir de ce moment-là, l'inscription « Mort pour la France » du lieutenant Hardouin figurera sur un monument aux morts à Sedan. Et l'inscription « Mort pour la France » pour le lieutenant Mélan figurera sur une plaque qui est apposée à la mairie des Lilas dans la région parisienne. Ainsi se termine cette satanée histoire de ces deux officiers qui ont été condamnés, fusillés, sans jugement. Le comble de cette histoire, figurez-vous que les officiers généraux, en l'occurrence le général Boyer, même le colonel Bernard, qui ont prononcé cette sentence arbitraire de faire fusiller ces deux officiers, n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, ils eurent même de la promotion au cours de cette fameuse guerre de 14-18.